qui est injustement détenu à la prison centrale de Yaoundé. C'est dommage. Vraiment, je suis un homme malheureux parce que ce n'est pas ce que je veux dans mon pays. Je veux la justice dans mon pays. Je veux un pays où on parle droit. C'est terrible. C'est terrible. Alors, bon courage à toi, Paul Chouta, et nous verrons. Alors, le sujet que je vais aborder, que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, est relatif à la décision du professeur Maurice Kamto et de son parti, le MRC, de ne pas participer aux élections législatives et municipales prévues pour le 9 février 2019. Vous avez constaté, certains l'ont lu sur cette page aussi, que j'ai lancé un appel citoyen au soutien de cette position. Il y a eu des mésinterprétations et je voulais donc les clarifier pour que les uns et les autres comprennent pourquoi il est vital, fondamental pour tout Camerounais, je dis bien pour tout Camerounais épris de justice et qui aime le Cameroun, de soutenir la position du MRC. Il ne s'agit pas d'adhérer au MRC. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Lors des élections présidentielles, j'avais soutenu un candidat, M. Cabral Libi, parce que je soutenais la jeunesse. J'ai voulu soutenir un jeune. J'ai trouvé que c'était courageux. Je voulais vivre cette expérience. Et aussi, au vu de certains arguments, des éléments qui développaient, qui n'étaient pas fondamentalement différents de ce que le MRC aussi annonçait. Alors, le MRC non plus, je ne suis pas membre du MRC, je ne suis pas un soutien de M. Maurice Kamto, je suis un soutien de la démocratie et de la justice sociale dans mon pays. Je suis ce qu'on appelle un éclectique, c'est-à-dire que je prends ce qui est bien à gauche, à droite, et je me les approprie et je promeux cela. Donc, je ne suis pas non plus neutre. Je ne suis pas neutre. Je prends toujours position pour la vérité. Et je prendrai toujours position pour la vérité. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ne me cherchez pas à gauche, ne me cherchez pas à droite. Cherchez-moi dans la vérité. Ne me cherchez même pas au milieu. Parce que je ne suis pas là pour jouer à l'équilibriste. Comme certains disent souvent, que non, il faut essayer d'être équilibré. Non, je ne suis pas équilibré. S'il arrive que le président Paul Biya ou le RDPC prennent une position juste, je vais la soutenir et la promouvoir. Quand le MRC prend une position juste, je vais la soutenir et je vais la promouvoir comme je le fais à l'instant. Ainsi de suite. Donc, pour moi, je n'ai pas à regarder ou à considérer les différentes colorations des uns et des autres. Ça m'importe peu. Je dis bien que ça m'importe peu. Voilà. Moi, ce que je regarde, c'est que mon pays, le Cameroun, que j'aime profondément, parce que moi, je suis issu d'une famille dupéciste, nationaliste. Il faut que les uns et les autres retiennent cela. Mes deux parents, les aînés à mon père, ont fait le train de la mort de 62. Ils ont fait la prison de Yoko. Dans ma famille, on a été victime de cette recherche de liberté pour le Cameroun. Donc j'ai ça dans le sang. J'ai ça dans le sang. Et s'il me fallait même véritablement militer aujourd'hui dans un parti, je militerais dans le parti UPC de Oumiobe, pas celui d'aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, ceci dit, je vais donc, avec votre permission, lire l'appel citoyen que j'ai lancé aux forces, à toutes les forces citoyennes et patriotiques du Cameroun, non partisanes. Non partisanes. Je dis non partisan ne veut pas dire ne pas appartenir à un parti politique.
mais non partisane par rapport à la vérité, à soutenir la position du parti MRC et M. Maurice Kamto, son leader. Chers compatriotes, le 25 novembre 2019, contre toute attente, M. Maurice Kamto, le président du parti MRC, annonçait solennellement au peuple camerounais que son parti, le MRC, ne participait pas aux élections législatives et municipales prévues le 9 février 2019. Il a évoqué deux raisons principales dont je les ramasse. Primo, la terrible guerre meurtrière du Nozo qui empêche la participation de nos compatriotes vivant dans ces régions aux élections. Deuxièmement, l'absence de transparence du système électoral camerounais. Certains d'entre nous, pour des raisons surréalistes, je dis bien surréalistes, se sont livrés à un ensemble de curieuses critiques contre cette décision pourtant au contour et consistance républicaine indéniable. Faire un quelconque reproche à ce parti d'avoir pris une telle position relève tout simplement de l'irresponsabilité citoyenne et patriotique. Tout citoyen épris de justice et d'amour pour notre pays et de ses concitoyens ne saurait en aucune manière contrarier cette béatifiante posture politique du MRC qui aura eu la grandeur, et c'est très rare, de mettre au-dessus de quelques promotions individuelles de ses membres l'intérêt supérieur de notre nation. Il nous souvient ces plaidoiries suppliantes, ces supplications de monsieur le bâtonnier Francis Sama, qui réside à Bamenda et qui était avocat du SIF devant le Conseil constitutionnel lors du contentieux électoral de la présidentielle du 7 octobre 2018. Nous entendons encore cette voix étreinte d'émotion aux membres de ce conseil, leur demandant de ne pas valider cette élection qui aura été faite en l'absence de la partie anglophone du Cameroun. Chers compatriotes, organiser une seconde élection sans nos frères et sœurs de la partie anglophone, c'est démontrer qu'ils ne comptent pas pour nous autres francophones. Jamais des élections ne seraient organisées au Cameroun si les régions du centre ou du littoral, par exemple, étaient en guerre, alors que celles anglophones sont en paix. Tout Camerounais qui croit en une nation camerounaise doit refuser la légitimation de facto de la sécession de notre pays par l'organisation partielle d'une seconde élection et sans la participation de nos frères et sœurs anglophones. La présidentielle en 2018 s'est faite sur la base des différents rapports gouvernementaux et des services de sécurité et de nos forces de défense selon lesquels les élections pouvaient se tenir grâce à un fort déploiement et un encadrement des forces de défense et de sécurité. Il a fallu voir les images
des chaînes de télévision qui ont couvert particulièrement ces élections dans ces zones pour se rendre à l'évidence que le vote a été impossible dans le Nozo. Maintenant que nous avons la preuve et l'expérience du déroulement de l'élection présidentielle dans ces zones, comment pouvons-nous justifier en ce moment l'organisation des élections dans ces zones si mortifères et pavées de sang humain? Chers compatriotes, il y a plus de 3000 morts dans le Nozo. C'est énorme. Personne ne veut de cette guerre, y compris nos soldats, dont certains, dans mes missions, ma fonction pastorale de prédicateur de l'évangile, m'appellent pour commander des prières pour leur protection lorsqu'ils sont envoyés au champ de bataille. Il y a même certains qui ont eu des rêves avant d'aller en guerre. Des rêves prémonitoires qui se sont réalisés. Ils sont partis, sont morts. C'est pourquoi il faut absolument un dialogue et des négociations directes avec les leaders sécessionnistes emprisonnés. Il ne s'agit pas d'un blanc-seing aux atrocités commises par les rebelles, mais d'une démarche courageuse et conséquente pour éviter l'enlisement et la perpétuation de la guerre. Partout où il y a eu des conflits, les discussions et autres négociations ont eu lieu entre les forces belligérantes. Nous ne sommes pas les premiers ou les derniers à le faire. Oui, nous ne sommes pas les premiers et les derniers à le faire. Ce genre de négociations sont faites parce que la paix n'a pas de prix. Il y a eu une terrible guerre civile de sécession au Nigeria voisin dans les années 70, 67, fin 60, début 70. On appelait cette guerre la guerre du Biafra. Plus d'1 million de morts au cours de cette guerre. Plus d'1 million de morts au cours de cette guerre. Des atrocités de toutes sortes, mais par la vertu des négociations directes entre l'État nigérian et les leaders sécessionnistes, cette guerre a connu sa fin et les Nigérians retrouvèrent leur paix. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Les Biafrais avaient pris des armes contre la République. Il y a eu 1 million de morts. Mais ils se sont assis. Ils ont fait la paix. Parce que la paix n'a pas de prix. Chers compatriotes, sur le deuxième point, portant sur l'absence de transparence électorale, quel Camerounais peut dire la main sur le cœur, sans assombrir sa conscience, sans l'enténébrer, que les élections au Cameroun sont justes et reflètent la volonté et la liberté du peuple camerounais à élire ses dirigeants? Qui peut le dire? Qui parmi nous peut le dire la main sur le cœur, regardant droit dans les cieux et dire que oui, les élections au Cameroun sont justes, sont transparentes? Qui peut le dire? Les Camerounais viennent d'assister à des scènes antidémocratiques honteuses, à nul autre pareil, qui ont dégradé considérablement l'image de notre pays.
des autorités administratives, des maires, des fonctionnaires, en violation flagrante du sacro-saint principe de neutralité de l'administration et sans aucune admonestation de leur hiérarchie, se sont employés à empêcher à de nombreux candidats de l'opposition de constituer leur dossier de candidature. C'est méprisable. Et de quelle démocratie parle-t-on dans ces conditions? De quelles élections parle-t-on? Pourrait-on parler dans ces conditions? Nous avons, chers compatriotes, un code électoral unique. Je dis bien unique, plein d'entourloupes. Nous le savons tous, même si certains affirment autre chose publiquement. Soit par peur de représailles, par conformisme, par haine tribale, par tribalisme, ou pour satisfaire tout simplement des intérêts égoïstes et nombrilistes. Le peuple camerounais, et là ça fait mort, ça fait mal, depuis son indépendance, y compris après l'instauration par le législateur du multipartisme en 90, n'a jamais connu une élection à l'abri de tout soupçon. Nous ne connaissons pas cela. Nous allons aux élections comme des moutons de Panurge. Nous savons quand nous allons aux élections ce qui va se passer. Mais nous y allons. Alors, chers compatriotes, c'est le moment de se lever à travers cet appel, à travers cette posture courageuse du MRC, de nous lever pour dire que nous ne voulons plus des élections floues dans notre pays. Nous autres Camerounais aussi, et les générations futures avec, avons le désir, voire le droit de vivre des élections démocratiques, comme au Sénégal, au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina Faso. L'adoption d'un code électoral juste et transparent, débattu et accepté consensuellement par nos acteurs politiques et la société civile est le premier acte qui va marquer le nouveau départ du Cameroun de demain que nous voulons démocratique et participatif. Organiser de nouvelles élections et déclarer de nouveaux députés et conseillers municipaux issus d'un processus électoral que nous tous nous savons frauduleux et sur la base d'un code électoral contorsionné serait une autre humiliation. À cet effet, comme je l'ai dit, j'ai donc appelé et j'appelle encore à une mobilisation générale de tous les citoyens, des éveilleurs de conscience publique, de la conscience publique, nationalistes patriotiques, civiques, les patriotes de l'intérieur du Cameroun et de la diaspora, sans aucune considération partisane, tribale, culturelle, les intellectuels de tous bords, les hommes de culture, les artistes, les leaders associatifs, leurs membres et leurs militants, au fin de soutenir dans le débat public et courageusement la position du MRC visant la suspension des élections législatives et municipales du 9 février 2019 jusqu'à la résolution de la crise anglophone par l'ouverture des négociations directes entre le gouvernement et les leaders sécessionnistes
emprisonnés et la mise en place d'un système électoral transparent. Ça, c'était la mouture de l'appel que j'ai écrit et qui a été largement diffusé. Merci pour tous ceux qui ont eu à lire cet appel que je viens encore confirmer. Chers compatriotes, en quoi cette demande ou cette posture du MRC et de son leader sont injustes, sont anti-républicaines? En quoi? Quel reproche peut-on faire à Maurice Kamto et à son parti d'avoir pris une telle position? À dire que oui, je suis allé aux élections présidentielles parce que il était question de participer à un grand moment de la vie de notre pays. Et surtout, chacun de nous le sait, avant les élections présidentielles, nous avons eu des assurances du gouvernement. Et les CAM l'a dit, les gouverneurs l'ont dit, le ministère de l'administration territoriale l'a dit, le ministère de la Défense l'a dit, le délégué général de la Sûreté l'a dit, que des mesures seront prises pour que les élections se déroulent dans de bonnes conditions. Moi, j'y ai cru. Et surtout que pour moi, personnellement, je voulais ces élections présidentielles pour démontrer à ces sécessionnistes-là, ces bandes armées, que on ne va pas marcher au chantage. Mais on s'est rendu compte sur le terrain au lendemain des élections qu'il n'y a pas eu élection. Personne n'est sorti pour voter. On a vu des images des bureaux de vote où il y avait des militaires et il n'y avait pas d'électeurs. Alors, si aujourd'hui, Maurice Kamto vient tirer les conclusions et les conséquences de cette absence d'élection dans cette région et décide de dire que cette fois-ci, je n'y vais plus, même s'il a eu à déclarer que j'irai, s'il vous plaît, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. En quoi c'est contradictoire de dire que oui, j'ai cru que ça se passerait bien, mais là, ça ne se passe pas bien, et cette fois-ci, je renonce. Mais quel est ce reproche qu'on peut faire à une personne qui dit que je préfère sacrifier les carrières personnelles de certains membres de mon groupe, de mon parti, à l'intérêt supérieur de la nation? Je ne peux pas aller aux élections alors qu'il y a la guerre dans le Nozo et que ma participation et de mon parti à ces élections donnerait l'impression que je ne suis pas préoccupé par la situation de mes compatriotes anglophones. Nous devions l'applaudir. Ce n'est pas donné de prendre un tel risque, surtout qu'il a eu lui-même à énumérer les risques qu'il encourt en prenant un tel acte. Il a dit qu'il sait, au cas où ce code électoral est maintenu, il ne se présenterait pas aux élections présidentielles futures. Mais que pour l'intérêt supérieur de la nation, il va se sacrifier. C'est ça, être un leader politique. Et je trouve assez curieux que certains compatriotes, parfois des intellectuels, lui fassent ce reproche. Que ce soit
ceux qui sont contre lui, ou même des membres de son propre parti. Car, pour certains, il fallait aller à ces élections-là, dans ces conditions-là, parce que leur carrière est plus importante que l'intérêt supérieur de la nation. C'est la consécration de la politique du ventre. Je lis des choses, je vous assure que j'en tremble. Certains membres du gouvernement qui lui font le reproche de ne pas être allé à ces élections et d'avoir fait du mal à ses partisans, à ses militants, à ses soutiens qui voulaient devenir maire ou député. Franchement, que vaut un maire au Cameroun? Vous n'avez pas constaté que le pouvoir, là où l'opposition pouvait gagner, a fait nommer des délégués du gouvernement qui sont des véritables maires? Que vaut un maire d'arrondissement? Que vaut un maire d'un petit département, dans un bled, par rapport à l'intérêt supérieur de la nation? Que peut faire un maire? Que peut faire un conseiller municipal au Cameroun, en l'état actuel des choses? Oui, il fallait qu'on soit député. Député? Pour votre carrière, depuis que l'opposition a des députés à l'Assemblée, le SDF en a eu combien? Des tonnes et des vagues et des vagues. L'UNDP en a eu combien? Qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que cela a changé? Quelle est la plus-value de la participation du SDF à l'Assemblée nationale? Si ce n'est que d'enrichir ou bien de faire du bien à ceux qui ont été élus. On va sacrifier la démocratie camerounaise à l'autel des intérêts personnels et vous reprocher à un leader politique qui décide de ne pas sacrifier l'intérêt général, l'intérêt national pour satisfaire des ambitions, des intérêts nombrilistes. Il fallait participer aux élections parce que certains veulent être députés, avoir un salaire. C'est le travail là-bas. Donc vous allez déjà à l'Assemblée pour chercher à gagner de l'argent. C'est vrai qu'il y a du chômage au Cameroun. D'autres veulent être maires pour gagner de l'argent, pour détourner ces miettes-là. C'est ça. C'est ça servi. À quoi sert une mairie au Cameroun? Les mairies ont quel pouvoir? Non, soyons sérieux. Pourquoi sommes-nous si égoïstes? Nos frères anglophones ne peuvent pas participer aux élections. Nous les voyons à Douala, à Bonabéry, partout dans les quartiers, comme ils sont dans la misère, parce qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux. Nous les côtoyons, nous les voyons et nous voulons être indifférents, vivre comme si de rien n'était. Parce que l'enfer, c'est les autres. Quand on vous dit qu'une jeune fille de 13 ans, 14 ans se prostitue à Douala pour 200 francs CFA, par jour couche avec 5, 6, 7 personnes, ça ne vous dit rien? Au lieu de chercher à régler ce problème qui est préoccupant, qui est pressant, qui est contraignant, on pense plutôt à devenir maire, conseiller municipal, avoir des députés. Bon Dieu. Où en sommes-nous? Que deviennent les Camerounais? Pourquoi vous êtes si méchants? Si vous n'aimez pas Maurice Kamto, c'est votre droit. Mais il y a des positions que vous devez soutenir tout simplement par bon sens, par moralité, par votre humanité. Vous allez être inhumain à cause de Maurice Kamto? Parce que c'est lui qui a dit ça? Parce qu'il a pris une position? Non. Soyons sérieux. Les Camerounais qui disent que oui, il a pris un risque parce qu'il ne peut plus se présenter aux élections présidentielles.
Donc, se présenter aux élections présidentielles, c'est une affaire personnelle. Mais s'il se présente aux prochaines élections avec ce code électoral, il ne sera jamais élu. Puisque celui qui sera élu, ce sera celui que le pouvoir qui sera là aura décidé qu'il soit président. Un code électoral sur la base d'un organe électoral qui n'a pas le pouvoir d'organiser des élections. Elekam a quel pouvoir? Moi j'entends des gens dire Elekam, Elekam. Elekam n'a aucun pouvoir. Elekam achète comment on appelle les urnes, l'encre de Libye, le papier, affiche les listes sur les bureaux, transporte le matériel électoral, conserve les PV. C'est le rôle de l'ECAM. Qui compte les votes? Est-ce que vous êtes posé la question que qui compte les votes? Qui dit que tel a gagné? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel. Ce sont des commissions mixtes administratives. C'est l'État, c'est l'administration. À travers ce qu'on appelle les commissions mixtes départementales. Elles sont composées de qui? Du président du tribunal de grande instance. 5 membres de l'administration. Ou 4. 3, je crois, 3 membres de l'ECAM. Et un représentant de parti politique. Et ce sont ces commissions. Quand vous avez terminé de voter, quand les opérations sont terminées au niveau des bureaux de vote, tous les PV de l'ECAM que l'ECAM a pu collecter dans les bureaux de vote sont remis à la commission départementale mixte. Et c'est cette commission départementale mixte qui va dresser les procès-verbaux des élections. Est-ce que les Camerounais comprennent ça? Et les Camerounais ne comptabilisent pas les voix. Or, le vote, c'est celui qui compte les voix. Cette commission départementale mixte, qui sont donc composées du président du tribunal de grande instance, pas du tribunal. Parce que c'est aussi une entourloupe. Ça donne l'impression que c'est le tribunal qui contrôle les élections. Non, c'est un fonctionnaire, un magistrat fonctionnaire, qui est le président donc de la commission départementale, qui va donc comptabiliser tous les votes au niveau de chaque département. Et dans cette commission, il y a 4 ou 5 membres de l'ECAM, de l'administration territoriale, tels que membres de l'ECAM. Vous voyez, et l'ECAM est membre de cette commission, et un représentant de parti politique. Cette commission-là dresse donc des PD, ce que nous avons vu lors du contentieux électoral, les fameux 32 PV. Ce sont des PV dressés par cette commission départementale et non par l'ECAM. Un magistrat qui dirige une commission comme celle-là, peut-il prendre sur lui de dire que le MRC a gagné les élections quelque part, ou bien le PCRN, ou je ne sais pas quel parti SDF, sans que le pouvoir ait eu à lui donner l'autorisation de le faire? Un tel magistrat, parce qu'à ce moment-là, il ne statue pas comme magistrat. Ce n'est pas un tribunal. C'est une commission qu'on appelle commission mixte départementale. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va fausser le jeu. Et dès qu'il finit de dresser ses procès-verbaux, il remet à la commission nationale de vote, de recensement de vote, qui est dirigée par un magistrat aussi, qui travaille au Conseil constitutionnel. Mais ce n'est pas le Conseil constitutionnel, dont le juge est Sommet. Et il remet tout, c'est-à-dire que toutes les commissions départementales du Cameroun, dont je crois les 52 départements, remettent donc les procès-verbaux départementaux à cette commission, qui va donc relire. C'est-à-dire, en voyant si 1 plus 1 égale 2, ça a donné 3, on modifie. Parce que ce n'est pas des rectifications du nombre de votes, mais c'est juste pour corriger les erreurs matérielles. Et cette commission-là est aussi administrative. Elle est composée essentiellement des représentants du ministère de l'administration territoriale, en grand nombre. Et quand ces commissions-là ont terminé leur travail, elles prennent les PV, mettent dans une enveloppe
la ferme et remettre au Conseil constitutionnel qui va lire tout simplement les résultats lors d'une séance qu'on appelle l'audience solennelle. Le Conseil constitutionnel ne peut pas statuer sur les résultats des élections législatives et présidentielles au Cameroun. Au moment où les partis déposent des recours, on n'a pas encore les résultats, puisque les résultats seront connus à l'audience solennelle qui a lieu après le contentieux des élections. Vous allez donc contester les résultats quand? Et on vous dit que quand on a déjà lu, vous ne pouvez plus contester ces résultats. Il n'y a pas un débat contradictoire judiciaire pour contester les résultats des élections législatives et présidentielles au Cameroun. Il n'y a pas. Vous ne pouvez pas contester les résultats puisqu'il n'y a pas, vous n'avez pas l'occasion. Votre requête, vous introduisez une requête. Vous avez 72 heures après l'élection, après le vote. 72 heures après, la commission départementale n'a même pas encore commencé ou bien fini son travail de compilation. Donc au moment où vous êtes devant le juge du contentieux électoral, les commissions départementales sont en train de travailler. La commission nationale de recensement de vote est en train de travailler. C'est pour ça que dernièrement, lors du contentieux électoral, quand il y a eu le débat sur les procès verbaux, c'est le juge Sommet qui est venu présenter les procès verbaux qui n'étaient pas encore à la disposition du Conseil constitutionnel. C'est lui qui les gardait dans son bureau en tant que président de la commission nationale de recensement des votes. Et il devait simplement remettre ça au Conseil constitutionnel le jour de l'audience solennelle. C'est-à-dire que quand on a fini le contentieux des élections, et le contentieux des élections au Cameroun, en quoi consiste-t-il? Si vous prenez l'article 132 et suivant, les articles 132 et suivant, le contentieux des élections devant le Conseil constitutionnel vise à annuler totalement ou partiellement l'élection. Ça veut dire que si le jour du vote, il y a eu des brouillards des urnes, vous avez la preuve. Vous avez la preuve de ce qu'on empêcha certaines personnes de voter. Vous avez des preuves de ce genre de situations qui ont bloqué le vote, qui ne nous ont pas permis de voter, ou des personnes qui ne devaient pas voter ont voté, des gens qui ont eu des doubles cartes. Si vous avez les preuves suffisantes, parce qu'il faudrait avoir les preuves suffisantes pour pouvoir annuler l'élection sur le plan national. Mais si c'est quelques griefs, on dit que ça n'a pas d'incidence. À ce moment-là, le Conseil constitutionnel peut annuler totalement ou partiellement l'élection. Le Conseil constitutionnel au Cameroun, vous ne pouvez pas, devant le Conseil constitutionnel au Cameroun, contester les résultats. Une élection où c'est l'administration, à travers les commissions départementales mixtes, qui dressent les PV et qui sont simplement lus par le Conseil constitutionnel. Mais vous parlez de quelle élection? Vous parlez donc de quoi? Vous parlez de quelle transparence électorale? À quel niveau se trouve la transparence électorale? Vous ne pouvez pas contester. Quand les commissions mixtes départementales ont déjà mentionné votre score, vous n'avez rien à faire. Votre procès verbal qu'on vous remet, il ne vous sert à rien puisque vous n'aurez même pas l'occasion de le présenter devant un juge. Parce que les gens focalisent le débat sur le fait qu'on dit que le procès verbal de l'ECAM ne fait pas foi. Mais ce n'est même pas à ce niveau. Le problème, c'est qu'avec votre procès verbal, vous n'avez même pas la possibilité de le présenter puisque vous allez contester quoi? Atangana Clément et les membres du Conseil constitutionnel ne statuent pas sur les résultats. Dans d'autres pays, comment ça se passe? Prenons le cas d'un pays comme la RDC ou le Sénégal. Quand on finit de voter, la Commission nationale indépendante, dont la CENI, qui est comme notre ELECAM en principe, compile les résultats. C'est la commission électorale qui compile les résultats. Au Cameroun, ce n'est pas la commission électorale, ce n'est pas ELECAM. C'est les commissions départementales mixtes. La commission nationale de recensement de vote, qui sont des commissions ad hoc administratives, qui compilent les résultats. Donc, dans ces pays-là, en RDC ou au Sénégal, ou même au Gabon, la commission nationale indépendante compile les résultats, proclame des résultats, donne ce qu'on appelle, d'autres appellent ça les tendances, les résultats provisoires. Maintenant,
quand ces résultats provisoires sont donnés, les partis politiques, c'est à ce moment-là que les partis politiques vont donc saisir la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel. Donc, sur la base des résultats de la Commission nationale d'élection indépendante, la commission des élections, dont la CENI nationale indépendante. Donc, vous avez donc à ce moment-là les résultats provisoires. Vous allez donc devant le juge en disant, monsieur le juge, monsieur les juges du Conseil constitutionnel, voici mes PV, mais quand la commission de recensement, la commission électorale indépendante a lu les résultats, on m'a attribué tel résultat là-bas, alors que voici les résultats que j'ai sur mon PV. Donc vous présentez votre PV. Et le juge maintenant regarde les résultats de la commission électorale indépendante et votre PV compare et décide de votre résultat. Ce débat n'a pas lieu au Cameroun. Ce débat n'a pas lieu au Cameroun. On est dans d'autres débats, dans d'autres considérations. Donc, on écrit des numéros, on donne des résultats. La commission départementale, qui est une commission ad hoc administrative, finit de dresser ses PV, remet à la commission nationale de vote à Yaoundé, qui maintenant dresse un procès verbal avec les PV et remet au Conseil constitutionnel pour lire en audience solennelle. L'audience solennelle, vous voyez souvent les membres du gouvernement, les ambassadeurs. Donc vous ne pouvez pas contester les résultats. Au municipal, il y a eu une possibilité parce que c'est 5 jours après les résultats qu'on peut aller devant le conseil, la chambre administrative. Donc à ce niveau-là. Et vous voyez très bien que c'est à ce niveau-là que le pouvoir laisse qu'on puisse contester les résultats. Parce que les mairies ne sont pas importantes. Parce que le gouvernement, s'il a perdu quelque part, et s'il tient à boire une ville, non par décret, un délégué du gouvernement qui vient saboter et annuler tout ce que vous avez vu comme élection, résultat aux élections municipales. Donc ça ne sert à rien. Rien du tout. Donc, vous avez donc un code électoral qui ne vous permet pas de contester si on vous a donné un faux résultat. Et vous parlez de quelle transparence? En prenant même le cas de l'élection législative, le code électoral dit que si vous contestez les résultats d'une élection législative, vous devez désigner le nom de l'élu dont vous contestez les résultats. Au moment où vous saisissez le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que 72 heures après, vous devez donner le nom de l'élu, vous devez mentionner le nom de l'élu dans votre requête. Or, au moment où vous dressez vous rédigez votre requête, le Conseil constitutionnel n'a pas encore donné les résultats. Donc, comment vous saurez donc que tel est élu? C'est pour ça qu'effectivement, en 2013, tous ceux qui ont contesté, toutes les personnes qui ont voulu contester les résultats des législatives, ont vu leur requête rejetée pour irrecevabilité. Le Conseil constitutionnel, dont la Cour suprême, a tout simplement dit que non. Comme vous n'avez pas pu mettre les noms des élus, on ne peut pas statuer sur votre requête. Et les juges ont dit, allez donc revoir la loi. Mais nous, ici, nous appliquons simplement la loi. Donc, tout ce que vous avez dit là, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous modifions la loi ici? L'élu, pour nous, c'est une personne qui est déclarée vainqueur. Est-ce qu'il y a eu une personne qui a été déclarée vainqueur? Vous contestez les résultats de l'élection de qui, ici, devant nous? Est-ce que vous vous rendez même compte? Est-ce que les Camerounais se rendent même compte? Quand j'entends parler d'élection, avec ce code électoral, il n'y a pas d'élection. Et maintenant, quand on a même un semblant d'élection, de dire même que bon, on va participer, vous avez vu ce que les sous-préfets ont fait? Au vu aussi de tout le monde. On ne signe pas les attestations de domicile. Certains membres de l'opposition sont même allés corrompre les autorités administratives pour avoir certaines pièces. Tout est faux, faux. La démarche est fausse, tout est faux, le code est faux. Et venir dire après que voilà, j'ai mon dossier complet. La plupart
Les extraits d'actes de naissance dans les mairies. Ça se monnayait. Et pas tout le monde. Aux personnes qui n'étaient pas si importantes que ça. Pour le maire sortant. Qui n'étaient pas en danger pour le maire sortant. Mais tous les autres partis d'opposition qui étaient sérieux, la consigne était claire. Pendant 4 jours, 5 jours, aucun document. On ne délie pas les extraits d'actes de naissance. Sachant que dans les 15 jours, il y avait 4 jours non ouvrables. Samedi, dimanche, 2 fois. Donc, il restait 11 jours. Et pendant 11 jours, monsieur le maire, ses adjoints ne sont pas là. Et une personne ne peut pas aller payer sa quittance aux impôts, au trésor. Ne peut pas aller payer sa caution au trésor. Avant d'avoir eu la certitude que son extrait d'acte de naissance et son certificat de domicile seront signés. Donc, la personne est obligée d'avoir ces documents avant d'aller mettre l'argent dans les caisses du trésor, parce que dès que l'argent est dans les caisses du trésor, c'est compliqué pour que vous soyez restitué. Donc, beaucoup de personnes, des milliers de Camerounais se sont retrouvés sans dossier de candidature prêt, sans avoir la possibilité de candidater. Et tout le monde voyait ça. Mais personne ne s'est levé. Peu de personnes criaient, les victimes. Mais quand Maurice Kamto pose dans ce diagnostic, c'est là que je vois des intellectuels qui se lèvent pour venir critiquer Maurice Kamto. Vous n'avez pas honte? Vous avez vendu vos âmes au diable. Vous voyez le faux, vous voyez la fraude, vous vous taisez. Mais quand une personne vient prendre une position pour dire non par rapport à ça, ça devient de la victime. Qu'est-ce qui nous arrive? Où va le Cameroun? Donc tout ce qu'on doit faire, vivre maintenant au Cameroun, tout ce qu'on doit réaliser avec le faux, la fraude, le faux, le mensonge, la corruption, c'est tout ce qu'il nous faut. C'est ce pays-là que nous laissons à nos enfants. Imaginez-vous, ces petits-enfants-là qui voulaient, ces jeunes, 23, 24 ans, qui voulaient être candidats au municipal, qui croyaient en la loi, qui croyaient en la démocratie dans notre pays, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait, mais qui arrivent et qui se rendent compte qu'il faut donner, il faut mouiller la patte, il faut donner de l'argent, il faut corrompre, ou alors il faut subir l'injustice de la loi. Qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer? Ce jeune-là, c'est la première fois qu'il va apprendre à corrompre. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Un pays de corruption. Les enfants sont corrompus parce que les adultes leur apprennent à corrompre. Et vous voulez qu'on se taise? Moi, je ne me tairai pas. Je ne peux pas voir ça et me taire. Je ne peux pas voir ça et me taire parce que c'est Maurice Kamto qui a dit ça. Est-ce qu'on se rend même compte? Des députés qui seront élus sur la base de la fraude, des conseillers municipaux élus sur la base de la fraude. Même dans ces partis, même dans ces partis-là, les partis au pouvoir là, allez voir ce qui s'est passé lors des investitures. Ils crient parce que ces partis sont inféodés par des cercles exotériques. Mais Sanga Nyamdi en parle. Mais quand il parle, les gens en rient. Pourtant, le mal est sérieux. La cooptation par des cercles ésotériques. Tout ça, c'est de la corruption, c'est la fraude. Pour être député dans mon pays, il faut appartenir à un cercle. Pour être conseiller maire dans mon pays, il faut appartenir à un cercle. On fraude au niveau de la loi, on fraude au niveau des dossiers, on fraude même dans le choix des personnes parce qu'il faut appartenir au cercle. Vous voulez qu'on se taise? Je ne me tairai pas. Vous qui avez peur pour vos vies, qui peut protéger sa vie? Qui de vous peut protéger sa vie? Vous pouvez marcher dans la rue, une voiture vous cogne.